Bonsoir à tous et bienvenue pour ce chat exceptionnel. 4 jours. 4 jours, il reste 4 jours avant cette Université de la Terre à l'UNESCO, la 5e édition qui va avoir lieu. Nous sommes ici en direct des bureaux de CHK qui co-organisent cet événement. Cet événement, vous allez le voir, événement fabuleux dont nous allons parler ce soir ensemble. 20 débats, 50 personnalités venues de tous les horizons pour parler autour d'un thème. Le meilleur est possible, le meilleur est à venir. En gros, le meilleur est devant nous. Autant de questions que nous allons nous poser ce soir. Alors avec nos invités, nous allons parler de cette Université de la Terre, bien sûr, du thème, le meilleur est à venir, d'un nouvel art de vivre ensemble, de ses conditions de ce nouvel art de vivre ensemble. On va donc se poser des questions, finalement, quelles sont les conditions pour renouer avec le meilleur est-il vraiment à venir? Nous allons répondre à pas mal de questions qui ont été posées en amont sur ce chat. Beaucoup de questions qui tournaient autour de l'optimisme, du pessimisme, bref, nous allons répondre à tout cela. Car la règle du jeu ce soir est très simple. En 1 heure, nous allons coproduire ensemble, co-construire une émission participative sur la base de vos questions, de vos commentaires, de vos remarques, de vos suggestions aussi. Vous pourrez poser toutes vos questions sur le chat et vous devrez vous emparer du hashtag UT2013 sur Twitter. Faites rayonner ce chat, racontez ce qu'il se passe, retweetez et surtout, posez vos questions car cette émission est en direct et elle se construit encore une fois avec vous. Alors cette émission est en direct sur les sites de Psychologie, de Nature et Découverte, de Sciences et Vie et de l'Université de la Terre grâce aux moyens techniques conjugués de la JD Carré, de Triple C et de Un air de chat. Alors permettez-moi de vous présenter nos invités, bien sûr. François Lemarchand. François Lemarchand, vous êtes président de la Fondation Nature et Découverte et vous faites partie de ces pionniers à l'origine des belles aventures. On vous doit notamment celle de Nature et Découverte et puis on vous doit celle de l'Université de la Terre. Et d'autres, bien sûr. Mathieu Villiers, vous êtes le rédacteur en chef d'un honorable magazine. Je dis honorable parce que c'est pas tous les jours qu'on reçoit le rédacteur en chef d'un magazine qui a 100 ans. 100 ans, donc Science et Vie. Alors permettez-moi de vous présenter quelques hors-séries. Hors-série sur les mystères du sommeil. Hors-série actuellement en kiosque. Autre hors-série, ça un hors-série assez fabuleux, mais qui visiblement n'est plus vraiment dans les kiosques, mais qui va peut-être ressortir, ou en tout cas essayer de le trouver. 1913-2013, 100 ans d'innovation, 100 ans de découverte et d'invention. Et Science et Vie en a été le témoin. Et c'est vrai qu'en 100 ans, il s'en est passé des choses. En le feuilletant et en le lisant, on s'aperçoit vraiment de ce siècle qui a été énorme. Donc ce hors-série et puis le dernier, le spécial 100 ans avec le meilleur est à venir. Donc là, on est vraiment dans le thème de cette Université de la Terre. Juste un mot, messieurs. Je vais commencer par vous, Mathieu. Cette Université de la Terre, qu'est-ce que ça représente pour vous? Alors pour nous, ça représente une première sortie en ville. C'est-à-dire qu'on est une rédaction de journalistes écrivants, on rencontre beaucoup de scientifiques, on passe pas mal de temps dans nos bureaux à écrire, mais rarement on a l'occasion d'aller au-devant de nos lecteurs, de les rencontrer et de participer à des débats. L'occasion du centenaire était belle. La rencontre avec les organisateurs de cette université est assez formidable. Et autour de cette thématique du meilleur est à venir, qui était la thématique qu'on voulait traiter dans notre numéro pour se projeter dans l'avenir, il nous a semblé absolument naturel de nous associer à cet événement. François, cette Université de la Terre, vous l'avez fondée, vous l'avez créée? Cette Université de la Terre, c'est une répétition d'un long cheminement, puisque c'est un cheminement qui démarre il y a plus de 23 ans, quand j'ai créé Nature et Découverte avec mon épouse Françoise. Notre idée, c'était de faire une entreprise qui soit écologique, parce que nous sommes profondément attachés à l'équilibre avec la terre, avec la nature, avec les hommes. Et on a créé cette entreprise à notre image, telle qu'on voulait qu'elle soit. Et puis on a créé également une fondation, la Fondation Nature et Découverte, qui était là pour s'engager, pour que tous les gens qui travaillent dans l'entreprise s'engagent pour bâtir le monde de demain et un monde écologique. Et ça a débouché en 1995 en 2005, sur l'Université de la Terre. C'est-à-dire, on avait déjà financé près de 2000 projets de protection de la nature et d'éducation à la nature en France. Et on a voulu aller plus loin et se mettre dans le débat, le débat entre faire parler les acteurs de l'économie et de l'écologie, parce que je suis toujours persuadé que l'entreprise était l'endroit où on pouvait véritablement changer les choses et changer le monde, et que l'écologie donnait du sens à ce que nous faisions. Donc,
nous avons en 2005, nous sommes rapprochés de CHK pour démarrer cette Université de la Terre, dont c'est le 5e épisode cette fois-ci, et après avoir parlé justement de tous les sujets, comment les entreprises se rapprochent des écologistes pour créer le monde de demain, eh bien, on a parlé de l'alimentation, on a parlé de l'énergie, ensuite on a parlé du progrès que nous voulions pour demain, nous avons parlé de ce que nous pouvions faire, des actions que nous pouvions faire, et cette fois-ci, étant donné la situation dans laquelle nous sommes, le sujet, c'est le meilleur est à venir. Et le meilleur est à venir, c'est pas une... Nous ne demandons pas aux gens de tempérer à le monde est à venir, mais c'est une attitude. Voilà. Nous allons essayer de parler d'une attitude, l'attitude de oui, le meilleur est à venir, et on va faire ce qu'il faut pour ça. Alors je vous rappelle le principe, messieurs, les internautes sont derrière leurs écrans, ils posent des questions, je les reçois sur cette tablette-là et je vous les pose. Donc, je suis l'humble passeur des questions. Une question de Buller justement autour du thème. Alors je lis sa question. Le thème positif fait plaisir, donne envie et est en parfait décalage avec ce qu'on entend aujourd'hui. Comment en êtes-vous arrivé là et pourquoi le meilleur est à venir? Alors François, vous en avez déjà un petit peu parlé, un petit peu répondu déjà à cette question. Mais comment vous êtes vraiment arrivé à cette conclusion qu'il fallait pile poil en ce moment ce thème-là? Vous savez, dans l'histoire du monde, il y a toujours eu des grands changements qui vont tellement vite, il y a tellement de choses qui se passent, c'est que la technique, la technologie, la géopolitique changent tellement vite que notre pensée humaine ne va pas assez vite pour s'y adapter. Et on est en plein là-dedans aujourd'hui. Je comparais ce qui se passe à ce qui s'est passé dans la Renaissance, d'une part, ou la révolution industrielle. Et puis là, aujourd'hui, ça va tellement vite qu'on n'arrive plus à suivre. Du coup, on est perdu. Il y a une angoisse qui se crée. Et on a tendance à vouloir se dire, bien, tout est foutu, on va se mettre la tête sous le sable. Vous savez, je suis un marin, et dans les marins, chez les marins, il y a des coups de chien. Et dans les coups de chien, vous vous retrouvez d'un seul coup dans une espèce d'énorme nuage noir, vous ne voyez plus rien, vous ne savez plus où vous allez, et vous pensez que tout est foutu. La solution, bien, c'est de continuer à faire sa route avec une petite voile et de traverser le nuage. Et plus vite on fera de la route, plus on aura de volonté pour traverser ce nuage, plus vite on trouvera derrière le soleil et le beau temps. Et ça a toujours été comme ça. Et je crois qu'aujourd'hui, on est en plein dans ce mauvais temps, mais on rencontre de plus en plus de personnes aujourd'hui qui voient déjà le soleil derrière. Et c'est vrai qu'en préparant l'Université de la Terre, le thème est venu après avoir que j'ai rencontré beaucoup de gens qui avaient une banane comme ça. Voilà. Je dis, pourquoi vous avez la banane, les amis? Ils me disaient, parce que derrière, il y a des choses formidables qui se passent. Voilà. Et c'est ça qu'on a voulu faire passer à cette Université de la Terre, faire venir des gens qui avaient la banane. Voilà. Et pour donner envie à tout le monde de se colter à l'avenir et d'avoir cette attitude de créer le monde de demain et faire en sorte que le meilleur monde arrive grâce à nous. Ça ne va pas venir tout seul. Une question d'Hélène sur le chat. Quelle est votre conception du monde de demain, Mathieu? Ma conception du monde de demain. Ouais. Si je me replace dans la perspective du centenaire du journal dont je m'occupe, effectivement, on a plongé très profondément dans les archives d'un siècle qui a été, vous le disiez en ouverture, extraordinairement riche, en bonne et en mauvaise nouvelle. Ce qu'on voit, c'est que le siècle qui vient on s'est posé la question, on s'est dit, mais comment on va pouvoir avoir encore plus d'innovation, plus de découvertes, plus de renversements, de bouleversements au XXIe siècle qu'on en a eu au XXe. On en a fait la liste, et le monde de demain, je le vois encore plus tricoté, interpénétré par l'essor des sciences et des techniques, dont on a le sentiment que le XXe siècle a été jusqu'à maintenant une sorte d'apéritif. On a la conviction que dans le domaine de l'innovation, des réalisations technologiques, des découvertes fondamentales, de la qualité, de la nature des débats qu'on va devoir conduire entre scientifiques et citoyens, on a vraiment l'impression qu'on est au-devant d'un cru exceptionnel. Et le monde de demain, je le vois beaucoup plus petit, beaucoup plus raisonné, beaucoup plus raisonnable et beaucoup plus travaillé par les sciences et techniques que ne l'a été le XXe siècle. François, votre conception du monde de demain, vous répondez toujours aux questions avant qu'on vous les pose d'ailleurs en fait. C'est la deuxième fois, c'est la deuxième question, vous avez déjà répondu. La conception du monde de demain, c'est ce qui est derrière le mur. Ma conception du monde de demain, je vais vous dire, c'est un monde du risque. Je voudrais bien qu'on retrouve tous la notion du risque. La notion de risque, c'est la notion de gens
qui ont confiance en eux. Je crois qu'on a beaucoup perdu la confiance en nous-mêmes et qu'on s'est mis des barrières de tous les côtés. Et vous savez, on prend des précautions, on met des normes, on met de ceci, on ne parle plus que de ça. Et pour moi, le monde de demain, c'est un monde qui va enfin se libérer de tout ça et qui va se retrouver l'appétence au risque. Parce que le risque, c'est extraordinaire. Et le monde reste à découvrir. On ne connaît rien du monde. On n'a pas exploré le millième du monde. Et Mathieu, c'est quelque chose. Il vient de faire son numéro des 100 ans. On a vu les découvertes extraordinaires qu'il y a eu en 100 ans. Mais je suis persuadé que dans les 100 prochaines années, il y aura 10 fois plus de découvertes qu'on en a connues. 10 fois plus de choses. Donc ça va exploser. Mais il faut qu'on se libère. Libérons les gens, libérons la créativité des gens, libérons la prise de risque des gens, parce que nous, en tant que les personnes, la personne humaine est une capacité d'enthousiasme, une capacité de création extraordinaire. Encore faut-il qu'on ne lui mette pas la tête sous le sable. Est-ce qu'on peut compléter les réponses qu'on a apportées tout à l'heure en vous écoutant et en écoutant tout à l'heure? On a le sentiment que dans le domaine des sciences, en tout cas, on vit beaucoup, mentalement, sur des idées qui sont des idées complètement dépassées, qui ont été des idées surpuissantes, qui ont dominé tout le XXe siècle, mais des idées qui ne fonctionnent plus du point de vue scientifique. Je vous donne un exemple ou deux. Depuis Darwin, on pense que la compétition est une chose fondamentale dans le vivant et que c'est elle qui fait évoluer les espèces. On sait aujourd'hui que la coopération est un levier extraordinaire pour la diversité du vivant. Et sans doute que durant le XXIe siècle, on va apprendre à penser plus coopération que compétition, parce que ces idées de compétition, elles ont vécu. On a imaginé que l'espèce humaine était unique, pour plein de raisons, notamment politiques. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, on a pensé qu'on était tous génétiquement identiques. On sait aujourd'hui qu'on s'est reproduit avec Néandertal, que ceux qui sont sortis d'Afrique à telle période, que les Asiatiques... On est en face d'une multiplicité d'humanités, pas d'une seule. On est en face d'une ardente obligation de coopérer à laquelle la science nous invite aujourd'hui. Tous ces gros paradigmes de science qui ont véritablement structuré le XXe siècle sont en train de mourir au profit de paradigmes nouveaux qui vont complètement renouveler notre relation aux autres, notre relation à la nature. Et il y a beaucoup à attendre de ce mouvement-là. Stella, qui représente finalement tout un mouvement, elle pose sa question. Donnez-moi une raison d'y croire. Ce monde est désespérant d'individualisme. Elle représente pas mal de messages et de questions. Je peux lui répondre? Oui. Je lui propose de méditer cette belle phrase. Le fracas des arbres aussi qui s'écrasent dans la forêt masque le son des plantes qui poussent. Voilà. Donc il y a plein, et c'est vrai qu'on est très attaché aux très grosses choses, et là on voit que les grosses choses, mais il y a des multitudes, des milliers, des millions de gens qui font des tas de petites choses à droite, à gauche, et tout ça est en train de sortir de terre, et on ne s'en rend pas compte. Voilà. Pour filer la métaphore de la forêt, et là c'est plus une métaphore, excusez-moi si je vous coupe la parole, qu'elle aille en forêt et qu'elle se dise que les petits arbres, ils sont protégés par les grands. J'ai appris ça il y a peu de temps, la science nous l'enseigne, les petits arbres sont protégés par les plus grands s'ils sont de la même famille. Et qu'elle imagine ce qui se passe sous terre, il y a des petits radicules de champignons qui irriguent les toutes petites racines des arbres, et c'est un monde absolument enchanté qui n'est pas du tout un monde de guerre, mais qui est un joli monde de coopération. Et les petits arbres, comme les petites plantes, ne peuvent pousser que si les grands arbres s'écrasent. Voilà. Il faut que des grands arbres disparaissent pour que la forêt en dessous puisse à son tour pousser. Le regard de la science a réenchanté nos promenades en forêt, voilà, cette saison. Une question complémentaire de Vivekananda Raja. Merci pour le pseudo. Je l'ai sûrement mal prononcé, désolé. Quel est le poids des mises en garde scientifiques dans le monde politique actuel? Les avertissements sont-ils pris suffisamment en compte? Et comment les citoyens peuvent-ils contribuer à faire évoluer les choses de manière importante? Alors là, il y a plusieurs questions en une. Mais en gros, est-ce que la science est écoutée? Est-ce que le scientifique a encore un écho dans la société actuelle? Alors, c'est difficile de répondre rapidement à cette question-là, évidemment. Il y a une confusion entre la science et la technique, déjà. La science, elle décrypte les mondes, elle est là pour essayer de comprendre les lois qui gouvernent la nature. Je pense que là, on parle plutôt d'experts, de réalisations techniques ou de choses comme celle-là. Alors, il y a un rapport de force, évidemment. On a le sentiment quand même qu'au nom d'une certaine forme de précaution qui peut-être peut un peu inhiber
une certaine liberté, une certaine volonté d'aller de l'avant, mais que cette précaution-là, elle n'a jamais été aussi grande. Et il me semble que les grands scandales sanitaires, alimentaires ou autres sont quand même un peu plutôt derrière nous. Et comment les citoyens peuvent-ils contribuer à faire évoluer les choses de manière importante? Donc là, c'est peut-être au-delà de la science même. Comment les citoyens peuvent-ils devenir acteurs? Être acteur de quoi, en fait? Excusez-moi pour... Acteurs du changement. Oh, bah, c'est toute la sphère politique, de l'engagement. Voilà, je pense qu'il faut bien s'informer. Il y a des moyens de le faire. Et que si on a assez d'énergie et de conviction, bah, il faut s'engager dans les combats qui nous paraissent justes. Mais là, on est dans un autre domaine. Et je vais reprendre une citation de Gandhi. Sois le changement que tu voudrais voir dans le monde. Et Dieu sait que Gandhi, il est parti de pas grand-chose. Ouais. Et il a changé un continent d'un milliard de personnes. Donc ça veut dire qu'en fait, chacun de nous, on a un potentiel extraordinaire. Et on n'est pas seul. Et on a des moyens considérables qui nous sont donnés aujourd'hui par les nouvelles technologies. La puissance des réseaux, la puissance de l'Internet, c'est en train de totalement modifier la démocratie et la façon de s'exprimer. Donc on peut créer des mouvements, on peut faire des choses. Mais d'abord, il faut faire des choses chez soi. C'est des petits ruisseaux font les grandes rivières. Enfin, c'est toutes ces petites choses. C'est les fameux colibris. Alors, je pense qu'on va parler parce que j'aime beaucoup. Père Rabhi est venu plusieurs fois à l'Université de la Terre, donc je peux reprendre l'histoire qu'il raconte à chaque fois. C'est un grand feu dans une énorme forêt, tous les animaux de la forêt qui s'en vont, et ils fuient devant les flammes. Et puis un petit colibri qui va à la rivière, il met une petite goutte, et puis il revient en arrière, et il va vers le feu, et il met sa petite goutte. Et les animaux lui disent, mais qu'est-ce que tu fais? T'es ridicule avec ta petite goutte. Et le colibri leur dit, écoutez, c'est peut-être pas grand-chose, mais je fais ma part. Voilà. Et je pense que ça suffit. Je crois que nous sommes des milliards de colibris. Et si nous faisons chacun notre part, nous avons une capacité de faire en sorte que le monde soit ce que nous voulons qu'il soit. Une question qui s'adresse à vous, François. Monsieur Le Marchand, si vous aviez une baguette magique, qu'aimeriez-vous changer dans la vie en communauté? Une question de Julien. Je n'ai pas de baguette magique. Je crois que, je veux dire, moi je pense que tout va passer par la confiance en soi. La confiance dans soi et la confiance dans les autres. Je pense que nous sommes un monde aujourd'hui qui ne s'aime pas. Et qu'on ne s'aime pas nous-mêmes et on n'aime pas assez les autres. Donc je pense que si nous aimons plus, s'il y avait plus d'amour dans ce monde, eh bien on aurait confiance on ne sera plus dans la méfiance, et n'étant plus dans la méfiance, on irait vers l'avant. Et vous savez, quand je parlais de risque, je ne me cache pas, je sais bien que une société, on a beaucoup parlé de société écologique, on n'a pas beaucoup parlé de responsabilité. Mais responsabilité ne veut pas dire ne pas prendre de risques. Et on ne peut prendre des risques que si on est heureux de faire des choses ensemble. Et voilà, je pense que le grand mot, il y a deux grands mots, moi, que je voudrais mettre en exergue pour cette Université de la Terre, c'est espérance. Il faut retrouver le sens de l'espérance. Et deuxièmement, c'est le mot d'amour pour soi-même et d'amour pour les autres. Et que l'autre n'est pas un ennemi. Et je trouve qu'en France, aujourd'hui, nous sommes dans la méfiance. Il faut passer de la société de méfiance à la société de confiance. Vous, Mathieu, si vous aviez une baguette magique? Une baguette magique, ben, je suis assez proche de ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire, je pense que les choses fonctionnent que si on s'accorde les uns et les autres un minimum de confiance. C'est-à-dire, je suis venu en moto, il y avait des feux qui étaient rouges. Voilà, j'ai imaginé que l'automobiliste qui était face à un feu rouge allait s'arrêter et ça m'a permis de passer au vert. Voilà. Et on sent qu'il y a effectivement dans cette société aujourd'hui un déficit de confiance qui vire à la défiance et qui fait que je suis un peu enrhumé, j'ai acheté une tablette de médicaments, je n'ai pas vérifié que le médicament qui était dans la tablette était effectivement celui qu'on m'a vendu. Donc les choses deviennent, parce que j'ai suffisamment confiance, les choses deviennent plus compliquées quand la confiance se délite en effet. Et que chacun porte un regard suspicieux sur les autres en imaginant qu'à la manière du colibri, il n'ait pas fait sa part de correcte. C'est-à-dire, voilà, il faut que chacun retrouve en l'autre une part correcte et que les gens aient confiance les uns dans les autres pour que les choses fonctionnent collectivement. Et c'est ce qui me paraît un petit peu en péril aujourd'hui. Oui. Je vous rappelle que vous pouvez participer sur le hashtag UT2013 sur Twitter et puis bien sûr poser vos questions sur le chat à nos invités. Une question de Astrid. Quelle est la place de l'écologie dans le monde de l'économie? Ça reprend un des débats de
de samedi. Mais à votre avis, l'écologie dans l'économie, comment l'écologie peut-être actionner le changement? François, vous avez une idée là-dessus? Bon, bah, l'écologie et l'économie, c'est quand même le cœur de l'université de la Terre. Hein. C'est qu'il n'y a pas. Je pense que l'écologie ne pourra pas. L'écologie donne du sens. Il donne une raison, donne du sens aux choses, donne du sens pourquoi. Parce que l'écologie, ça traite des relations avec la nature, mais aussi des relations entre les hommes. Il y a tout et la relation avec la Terre en général. Et donc, ça donne du sens, ça donne vraiment du sens, et ça donne également des limites que nous ne devons pas dépasser. Et puis, l'économie, on a dit par l'économie, mais c'est l'entreprise, c'est des entreprises. Les entreprises, c'est des constructions humaines. Ce sont des groupes de gens qui ont envie de faire quelque chose. Mais vous ne pouvez pas donner, les gens qui sont dans les entreprises, ils ont envie de donner du sens à leur vie, de donner du sens à leur travail. Et on ne peut pas juste dire aux gens, tu es là dans ton entreprise, dans ton travail, uniquement pour gagner le maximum d'argent ou donner le maximum d'argent pour les actionnaires. Nous sommes là pour faire quelque chose ensemble. Et c'est parce qu'on fait quelque chose ensemble d'utile pour la société, pour les autres, qu'on arrive à être heureux. Et je pense qu'il y a une énorme joie de remettre on a une énorme joie de donner du sens à son travail, à son entreprise. Et l'entreprise, il faut savoir que, comme je fais partie des deux bords, le monde de l'écologie et le monde de l'économie, le monde de l'économie donne une puissance extraordinaire au combat écologique. Parce que très souvent, les écologistes, ils ont la pensée, ils ont les idées, mais ils n'ont pas les manettes. Et quand on met les entreprises, l'entreprise, en ce sens-là, au service de l'écologie, on arrive à des résultats extraordinaires. Et c'est comme ça qu'on change le monde. Et tout le monde est gagnant. Mathieu? Alors, moi, je sais que cette question fait débat, mais j'ai quand même le sentiment que l'économie n'est pas mon terrain de prédilection, mais que la bonne question serait de savoir jusqu'où il faut monétiser les choses. C'est-à-dire que l'économie a quand même des règles. Hein. Donner du sens, c'est certainement une valeur ajoutée supplémentaire. Mais l'économie, elle est condamnée à ne pas mourir. Pour ne pas mourir, elle est condamnée à faire des profits. Et elle le fait dans un cadre avec des contraintes qui sont assez difficiles. Hein. Voilà. Alors c'est vrai que si plutôt que de compter un PNB en ajoutant des valeurs ajoutées, qui parfois sont des valeurs ajoutées nuisibles, on prenait en compte, on donnait un prix au capital nature, peut-être les arbitrages seraient faits différemment. Et on aurait, là pour le coup, à la racine, véritablement une convergence entre les préoccupations économiques et écologiques. Donc ce ne sont pas des questions nouvelles, hein, savoir aujourd'hui on arrive à peu près, plus ou moins bien, à valoriser ce que vaut une forêt, à valoriser ce que vaut de l'eau pure, à savoir quelle est la destruction de valeur associée à la destruction d'un écosystème. On a même essayé de donner un prix aux excès de CO2. Et je pense que ce mouvement-là, dont on dit parfois qu'il est économiste jusque de manière tatillonne et un peu bébête, est peut-être un mouvement qui permettrait aux entreprises véritablement de réfléchir dans un cadre renouvelé. Une question. Et d'ailleurs, et c'est pour ça d'ailleurs il y a deux universités de la Terre, c'était il y a 3 ans, le sujet justement c'était les nouveaux critères de progrès, les nouveaux critères de succès, parce que cette université de la Terre indiquait que nous allons devoir comptabiliser non seulement le succès économique de l'entreprise en termes d'argent, mais également nous allons devoir comptabiliser le bonheur que nous pouvons donner aux gens, les externalités négatives que nous produisions, le CO2, les matières premières, etc. Toutes ces choses-là, tout ça devait être compté et comptabilisé. Et bien sûr, ça avance assez lentement, mais fondamentalement, nous sommes responsables globalement, non pas seulement de faire de l'argent, ce qui est très important. Parce qu'aujourd'hui, on voit, et justement, c'était les grands débats que nous avions à ce moment-là. Attention, je veux bien, attention qu'on ne devienne pas totalement écologique et que nous laissions tomber la partie financière et la partie purement économique de l'entreprise qui crée de l'emploi parce qu'il crée de la richesse, parce que sinon, le revers social va être catastrophique. Et donc, c'est cet équilibre délicat qui est en train de se faire entre le respect justement de tous les équilibres écologiques, parce qu'on est tous sur cette terre, il va falloir on veut la conserver, hein,
Et en même temps, que nous avons comme des obligations de créer de la richesse, de créer des emplois, de créer... Et ça fait partie de la partie économique de l'entreprise, ne doit pas être sous-évaluée comme on a tendance à le faire aujourd'hui. Mais quel type de changement espérez-vous de la part des entreprises, justement? C'est une question de Sarah sur le chat. Comment l'entreprise peut changer aussi? Il y a beaucoup de changements au sein de l'entreprise. Et là, on a parlé de l'écologie, mais les entreprises aussi doivent être moteurs. Mais l'entreprise, ce sont des personnes qui sont ensemble. Et c'est l'objectif des entreprises. Il faut qu'elles aient des objectifs qui soient partagés, qui soient communs et qui soient connus. Et on pourra changer l'entreprise, on peut la changer à partir du moment où on partage des objectifs communs ensemble et des objectifs qui nous satisfassent tous les uns les autres et qui soient connus de ceux qui rentrent dans l'entreprise. Et la partie humaine est fondamentale. Nous sommes d'abord là pour nous faire grandir en tant qu'hommes et femmes, et que les gens soient heureux. C'est quand même l'objectif numéro 1 de l'entreprise. Alors on les oublie parfois, mais c'est ça qui est en train de monter. Ça, c'est une vraie valeur écologique. Deuxièmement, c'est que nous sommes au service des communautés. Et que, étant au service de communautés, une entreprise ne peut réussir que si elle fournit des services ou des produits qui servent véritablement positivement les communautés, sans faire du mal à cette communauté. À quoi sert-il de servir une communauté si en même temps on pollue la rivière qui est à côté, Troisièmement, c'est l'entreprise, elle a des obligations de succès économique de façon à pouvoir créer la richesse du pays, etc., etc. Donc, qu'est-ce qui est en train de changer aujourd'hui? C'est la prise de conscience que l'entreprise n'est pas qu'une seule chose. Elle n'est pas qu'au service des actionnaires, comme il a pu y avoir à un moment, mais qu'aujourd'hui, elle a de multiples objectifs et qui sont des objectifs fondamentalement humanistes. Une question d'Ernest sur le chat. Une question pour vous, Mathieu. Quelle serait pour vous la plus belle avancée de la science au XXIe siècle? Dans le domaine le plus fondamental, qui est un petit peu mon dada, une réconciliation entre la physique quantique et la relativité d'Einstein. Assurément. Assurément. Vous, François, vous avez une idée de la... Je laisse à Mathieu. Mais déjà, je médite ce qu'il vient de dire. Il y a peut-être un gros chantier au XXIe siècle à mener qui rejoint la question de Zivelou. Bonjour, l'espace n'est-il pas devenu un nouveau lieu de pollution humaine? Si. Et comment faire? Alors il y a différents traités en vigueur pour éviter de faire de l'espace une poubelle. Donc apparemment les gens respectent à peu près ces engagements. Mais c'est vrai que fut un moment, on avait un petit peu tendance à acheter les poubelles suffisamment haut en se disant qu'elles ne retomberont pas. Et puis c'est vrai que les satellites tournent et puis quand ils sont cassés ils continuent à tourner. De sorte qu'aujourd'hui sortir de l'atmosphère est une opération délicate parce qu'on n'est pas à l'abri d'un boulon et voilà, c'est un petit peu devenu par une poubelle encore véritablement. Il y a des projets pour essayer de ramasser tout ça dans une sorte d'épuisette cosmique. Ouais. Mais c'est un souci qui commence à être partagé depuis une bonne dizaine d'années. On ne peut plus faire n'importe quoi en l'air. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas aller dans l'espace. Pas une raison pour pas aller dans l'espace. Non, mais il y a une zone un petit peu dangereuse à traverser. Oui, ça, il faut le savoir, c'est-à-dire il faut savoir qu'il y a des risques. Ça, c'est les risques qu'on prend au départ. Il faut donc faire en sorte que ce soit pas une poubelle, mais il ne faut pas, parce qu'il y a des gens qui ont créé une poubelle, de dire on ne fait plus rien. Voilà. C'est là le danger aujourd'hui que l'on peut avoir. Par exemple, on ne satellisera pas les déchets nucléaires. Par exemple, c'est quand même une bonne chose. Ça a été un projet? C'est pas des choses qu'on énonce sous forme de projet, mais c'est des choses qu'on peut faire sans en avoir le projet. Vous voyez. Donc, ça n'a pas été fait apparemment. D'accord. Mais ça veut dire qu'il peut y avoir des poubelles qui nous tombent dessus, en gros, plus tard. Bon, non, une fois que c'est satellisé, ça tombe pas. D'accord. Ouais. Ça fait peur quand même. On les imagine en fait. Oh, c'est pas une image très joyeuse. Disons qu'on on avait déjà des effets nucléaires sous terre. Voilà, là maintenant on va l'avoir dans l'eau. Non, mais si on pensait que c'était une filière d'avenir, on serait pas là pour dire que le meilleur est à venir. Voilà, donc le meilleur aussi à venir parce que ce genre de pratique n'a pas vocation à durer. Oui, en fait, il y a beaucoup de commentaires, beaucoup de questions qui sont pas vraiment des questions, qui sont plus des remarques, qui sont des... J'en prends un au hasard. Je suis terriblement pessimiste pour l'avenir de la planète. Eshtor.
On tourne autour de ça quand même. On a vraiment l'impression qu'il y a un... Bah oui. Enfin, de toute façon, c'est le problème de l'information et de la compréhension. On ne connaissait rien à cette terre. On ne connaissait pas les écosystèmes, on ne connaissait pas la taille, on ne connaissait pas les ressources, on connaissait mal le cycle de l'air, on ne savait pas ce que c'était que l'ozone. Donc on a le paradis est un petit peu perdu. Simplement on comprend mieux. Donc maintenant qu'on comprend mieux, on voit que cette Terre elle est toute petite finalement, on en fait le tour en 1 heure, même avec les réseaux encore plus vite, on voit qu'elle est fragile, on voit qu'on ne peut pas faire des trous dedans à l'infini. Alors c'est un petit peu angoissant, simplement on a la conviction que la prise de conscience de sa fragilité, de sa petitesse est quand même le premier pas vers un peu de sagesse et la prise en compte de sa fragilité. Donc on peut être très inquiet de voir que c'est finalement tout petit et tout fragile et on peut se dire bon bah c'était le préalable pour prendre les décisions qui seront mieux adaptées à la beauté et à la fragilité de l'affaire. Moi je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. François, vous avez aussi déjà répondu. Mais non, je suis extrêmement inquiet et en même temps très responsabilisé. Parce que de toute façon, on n'a pas le choix, on n'a qu'une Terre. Hein. On n'a qu'une Terre. Et d'après ce que, sauf si Mathieu me dit le contraire, de ce que je connais, il n'y en a pas d'autres. Il n'y a pas d'autre endroit habitable dans l'espace. Par conséquent, on est au pied du mur. Ouais, on est au pied du mur. Hein. Il y en a des milliards de milliards, mais c'est très très loin et on n'a pas... Donc on est au pied du mur. Et c'est qu'à ce moment-là, soit on croit en l'homme, soit on ne croit pas en l'homme. Si on ne croit pas en l'homme, on peut tirer les rideaux, c'est fichu. Mais moi, je crois fondamentalement à l'homme et à la sagesse de l'homme. Je pense qu'il a fait beaucoup de bêtises, parce qu'il ne savait pas, parce qu'il était ignorant. Mais je pense qu'il y a une prise de conscience incroyable qui est en train de se faire. Et vous savez, je me souviens que le jour où on s'est vraiment rendu compte que la pensée écologique a commencé à voir le jour, c'est quand la première personne a été dans l'espace. Et quand la petite planète bleue est apparue toute seule au milieu de cette espèce de désert galactique. Ce jour-là, la pensée écologique a commencé à pouvoir se développer parce qu'on s'est rendu compte qu'on était hyper fragile et qu'il n'y avait pas d'autres bateaux de secours. Donc je crois que c'est là et c'est pas depuis très longtemps. Moi je crois qu'on va y arriver. Voilà. Je pense qu'on s'y est pris, on y va. L'homme n'est pas et a une capacité de survie extraordinaire. Enfin, j'ai regardé l'histoire du monde. L'homme a toujours survécu aux pires catastrophes. Mais il y a cru. Donc je pense qu'on va y arriver parce que l'homme a un instinct de survie extraordinaire. Et aujourd'hui, c'est vrai que on est dans cette période où il va falloir survivre. Et donc on va s'y coller. Eliette qui nous dit qu'on a souvent l'impression que l'écologie est le laisser pour compte dès que les problèmes surviennent. Comment prouver son intérêt dans ce contexte ? C'est vrai dès qu'il y a une crise, l'écologie est un petit peu moins à la mode. C'est vrai. C'est les soubresauts. Ce sont les soubresauts, puisque l'écologie c'est du long terme. C'est du long terme. C'est des dangers qui nous, disons, les dangers écologiques sont des dangers à plus long terme qui sont moins palpables immédiatement, alors que la survie immédiate, les problèmes immédiats sont là, et on va toujours au plus pressé. Donc c'est certain qu'en période de crise comme celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui, l'écologie est un peu laissée de côté. Hein. Bon, alors ça va, ça vient, mais je pense que le trend général est quand même favorable à un monde plus responsable et plus écologique. Mathieu, Oui, enfin, il y a un problème de terme sur cette question. Moi, je travaille aussi dans une entreprise privée qui a vocation à ne pas perdre d'argent et même à en gagner. Et donc, j'ai aussi mon expérience de mon entreprise et je vois qu'on raisonne parfois la petite semaine parce que, par exemple, le marché de la presse, c'est un vrai sujet. Voilà, et qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine ? Et parfois, on perd un petit peu de vue le cap. On perd un peu de vue la direction parce qu'on est, je ne savais pas que c'était l'université de Marin, mais je navigue aussi, parce qu'on est un peu stressé par le gros temps et qu'effectivement, il faut réduire la toile et puis essayer de faire route. Voilà, simplement, c'est un problème de terme. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'arrivée, on va être... est-ce que la bombe démographique va exploser vraiment ou pas ? On ne sait pas, mais on va être au moins 9 milliards bientôt, 50, 60. Il va falloir nourrir ce petit monde-là, il va falloir que l'eau soit encore à peu près dans un état convenable. Et on sait que les solutions existent.
Alors, ce qui est un peu dommage, c'est qu'en période de stress et de gros temps, peut-être qu'on ne pense pas assez à ça. Mais de toute façon, sur du long terme, le problème est posé, on le connaît, on le voit venir. Les solutions, elles émergent, il y en a, il faut y travailler. Et j'ai aussi la belle conviction qu'on va y travailler parce qu'on n'aura pas le choix. Morgane qui vous pose une question, Mathieu. Sciences et Vie fête ses 100 ans en 2013. Selon vous, quelles seront les grandes polémiques des 100 prochaines années ? Il y en a déjà qui sont là, qui sont des polémiques nouvelles. On en liste quelques-unes dans le dernier numéro. Sur le climat, par exemple, la polémique commence. Si on dit la machine climatique s'emballe, et puis finalement c'est un peu tard, et puis même si on arrivait à réduire les gaz à effet de serre, le réchauffement il est là, il va faire qu'augmenter. Alors est-ce qu'on se donne la liberté terrible, choquante, de refroidir un petit peu la machine ? Il y a des moyens de faire. Ce débat, est-ce qu'on va l'avoir ? Je pense que oui. Mais on va en avoir plein des débats. On va avoir des débats sur la viande, bien sûr. Je pense que cette histoire de souffrance animale et de conscience écologique n'est pas une passade. Je pense aussi que consommer des protéines animales, c'est 7 fois plus gourmand en ressources planétaires que de consommer des ressources protéiniques végétales. Je pense que ce débat, on n'en fera pas l'économie. Dans le domaine de la biologie, il y a des possibilités aussi maintenant de tripatouiller un petit peu les gènes, voire d'augmenter un petit peu l'homme. Ce sont des questions qui n'iront pas sans débat. Donc effectivement, on peut les lister, il y en a plein, il y en a qu'on voit venir, il y en a bien évidemment d'autres dont on n'a pas conscience aujourd'hui qui émergeront, mais c'est sûr que la science, au fur et à mesure qu'elle va nous apporter des solutions nouvelles et aussi des difficultés ou des questions nouvelles, il va falloir en débattre. Et d'ailleurs, je pense que si on veut vivre mieux ensemble et que si effectivement le meilleur peut et doit venir, c'est qu'il va falloir aussi trouver une manière d'adresser ces questions un peu nouvelles parce qu'on sait mal débattre ensemble. On a vu que le GIEC, qui a fait un travail assez remarquable, par ailleurs, pour essayer de créer du consensus sur le fait que ça se réchauffait, ça n'a pas été tout à fait suffisant pour que tout le monde l'entende à l'unisson, et les climato-sceptiques sont venus un petit peu mettre leur grain de sel là-dedans, ou sur les nanotechnologies, on a essayé d'avoir un débat aussi. On a vu que ce débat a viré au pugilat, qu'il a dû être abandonné. Donc tous ces débats qui vont émerger, il va être très important qu'on trouve une forme. Nous, on est convaincus que ça passe aussi par l'éducation de ceux que ça intéresse et par la vulgarisation scientifique. Je parle un peu de mon boulot, mais du coup, on est très fiers de faire ce job, parce qu'on pense que c'est une des conditions, l'information du plus grand nombre, la bonne compréhension des enjeux et des sciences, pour qu'on arrive à créer les conditions d'un débat un peu plus serein, en connaissant mieux les enjeux et les contextes, parce que les débats ne vont pas manquer, c'est sûr. Et j'imagine qu'en bâtissant ce hors-série là, qui retrace 100 ans de témoin d'un siècle, donc Sciences et Vie, vous êtes retombé dans les archives du magazine, et quand on voit en 1913 les intuitions des rédacteurs du magazine, ils voyaient la guerre se profiler, ils voyaient l'armement, la course à l'armement se profiler. On le voit aussi qu'en 1936 par exemple, où les rédacteurs parlent, là je suis sur la page, attention, l'Allemagne se réarme. On était en 1936, il y avait déjà des messages alarmants. Le rôle de Sciences et Vie va continuer, d'ailleurs c'est la science et la vie pendant une bonne quarantaine d'années. Le rôle de Sciences et Vie va continuer d'être un rôle d'alerte, un rôle de... Bien sûr, oui, bien sûr. C'est vrai que quand on a la chance de faire ce travail, on voit un petit peu les choses venir. Forcément, on voit les choses venir. Le premier papier dans Sciences et Vie sur la préservation de la biodiversité, il est de 1913. Le papier sur le réchauffement climatique, il est fin des années 40, début des années 50. Donc il y a des choses qu'on sait, c'est long, mais évidemment, on est en position de voir des choses. Quand on voit des choses qui nous paraissent inquiétantes, évidemment, on le dit. La première vocation de ce journal, c'est la vulgarisation. Le fondateur avait écrit on dit baseline aujourd'hui sous le titre pour dire rédiger et illustrer pour être compris par tous. Donc ce cap a été gardé. Donc nous, notre première mission, c'est de porter à la connaissance du plus grand nombre, ni de manière trop bébête, ni de manière trop savante, en étant à peu près respectueux de la complexité, donc ce journal de l'entre-deux, de leur porter les connaissances nécessaires pour rester informés sur ce monde qui est tricoté et traversé par les sciences et les techniques. Mais bien évidemment, quand on voit des choses venir et qu'on pense qu'il faut infléchir le cours des choses, on le dit. Maintenant, nous ne sommes qu'un journal, mais les gens qui nous lisent aussi pour savoir un petit peu avant les autres ce qui va se passer demain, oui, c'est évident. Donc ça va continuer pour les 100 ans. J'espère bien. Ça sera d'autres que nous, mais peut-être, je pense. Ernest qui pose une question simple, il reprend le thème, qu'entendez-vous par meilleur ? Alors pour Mathieu, notre part, à Sciences et Vie, le meilleur, c'est qu'on pense que les réalisations techniques vont être de véritables progrès. On pense qu'il va y avoir des réalisations techniques extraordinaires
qui, de ce point de vue, seront meilleures parce qu'elles apporteront un progrès qui s'imposera à l'évidence à tous comme étant un progrès. Voilà. Et il y a une exigence sociale aujourd'hui qui fait qu'il ne suffit pas de trouver un truc nouveau pour que tout le monde trouve que c'est un progrès. Quand vous aurez une usine à bactéries qui fabriquera des trucs avec un bilan écologique absolument pur et parfait, ça sera à l'évidence pour tout le monde un progrès. Voilà, donc ça on pense que ça fait partie du meilleur. Du point de vue des découvertes, on a listé par définition, il est difficile d'anticiper sur les découvertes à venir, mais on sent des tensions dans des sciences fondamentales dont il y a bonne raison de penser qu'elles vont se résoudre, et celles qui vont se résoudre vont aboutir sur des découvertes impensables aujourd'hui. Voilà. Donc ça, on pense aussi que ça va être un excellent bon moment. Et de manière plus égoïste, on pense que le meilleur est à venir pour notre entreprise aussi à nous, je le reconnais, parce qu'un journal comme le nôtre a traversé le siècle dernier, mais on pense qu'il sera encore plus essentiel et utile et que sa mission va nous faire... Enfin, voilà, je pense qu'on sera encore plus utile à l'avenir. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on pense qu'on va devant le meilleur. Vous, François, c'est quoi le meilleur? Vous savez, moi je suis d'une éducation française, occidentale, et je crois au temps linéaire. Je pense donc je crois au progrès. Je pense qu'on avance et qu'on avance vers quelque chose, qu'on avance et qu'au fur et à mesure du temps, on apprend. Et on apprend et qu'on est un peu meilleur. Alors on ne s'en rend pas compte, nous, au jour le jour, on ne voit pas qu'il y a du progrès. Mais quand vous prenez quand vous prenez du recul, quand on voit 100 ans de sciences, par exemple, il y a eu du progrès. Je pense qu'il y a eu du progrès humain, il y a eu du progrès scientifique, il y a eu du progrès économique, il y a eu du progrès de partout, il y a eu du progrès, mais on ne s'en rend pas compte. Et je pense qu'on va continuer, et je pense que en apprenant du passé et en continuant à avoir l'œil ouvert et en prenant toujours ce goût de l'avenir et ce goût du risque, on va continuer à progresser. Et le meilleur, c'est ça, le meilleur est à venir, ça veut dire qu'il y a des choses extraordinaires qui vont nous arriver et que en tout point de vue, le monde de demain sera meilleur. Et moi, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que le monde de demain sera pire pour nos enfants. Et je pense qu'il n'y a rien de plus exécrable qu'une génération que nous sommes aujourd'hui commence à dire de toute façon, ce sera plus mauvais. Le monde de demain sera pire pour nos enfants. Je pense que si on pense ça, c'est catastrophique. Il faut absolument changer cette pensée. Il faut qu'on travaille pour montrer que le monde de demain, c'est un monde de progrès et qu'à tout point de vue, il sera meilleur que celui qu'on a connu. Au vu des commentaires et des questions, je pense qu'il y a du boulot, mais tant mieux. C'est ça qui nous donne... Il nous donne une feuille de route. Oui, il y a du boulot, mais je pense que c'est notre honneur d'être humain de s'atteler au problème et de faire en sorte que. Je ne veux pas me satisfaire de dire, les pauvres enfants, vous allez devenir à ma génération. Moi, je suis la génération des 68 arts. Alors nous, c'est formidable, on a une vie géniale, mais alors vous allez souffrir. Je trouve que c'est catastrophique de dire ça. Je pense qu'il faut qu'on travaille et qu'on s'y colle. Qu'on fasse en sorte que nos enfants encore plus heureux que nous l'avons été. Et je dis bien du bonheur, je parle bien de bonheur, je parle bien de développement, je ne parle pas de bonheur matériel forcément. Mais à tout point de vue, je veux dire, nous vivons dans un monde extraordinaire. Et je ne suis pas loin de penser que nous sommes dans un monde extraordinaire, mais qu'on n'en a pas tiré la quintessence. Et je pense qu'on s'adresse peut-être beaucoup trop à des critères de réussite qui ne sont pas les bons. De penser que c'est parce que on gagne plus d'argent qu'avant, parce qu'on a des caddies plus remplis, etc., qu'on a une plus grosse auto, etc. Ce ne sont pas des critères, ça. Mais des critères de progrès, de développement technologique, de développement humain, etc. Ça, ce sont des critères qui valent le coup. Messieurs, qu'est-ce que vous ferez samedi? Où est-ce que vous êtes samedi? Je vous en prie, monsieur le fondateur de l'université. Qu'est-ce qu'on fera samedi? Oui, on va y aller. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire samedi? Eh bien, écoutez, qu'est-ce que vous avez prévu samedi? Je vais vous dire, nous avons à voir, je crois, 18 débats. Nous avons donc environ 70 personnes de tous les horizons, des hommes, des femmes, qui ont envie de venir débattre entre eux et avec la salle. Mais non pas débattre pour la beauté du geste, mais débattre pour bâtir, pour essayer de trouver des solutions.
Donc c'est pas du tout le débat ex cathedra. Vous savez qu'on a ça, c'est le top-down, où le professeur, les sachants vont dire à la salle, à la pauvre salle, ce que ils ont besoin d'entendre. Non, c'est vraiment, on est dans un processus de co-création pour essayer de trouver des solutions ensemble. Et donc, écoutez, il y a déjà, je veux dire, au jour d'aujourd'hui, il y a déjà 16 000 personnes qui vont s'asseoir à l'Université de la Terre. Donc, on sait déjà que ça va être un événement assez extraordinaire. Et chaque fois, c'est la 5e que nous faisons, et chaque fois, il y a un enthousiasme. Et ce qui me ferait plaisir, c'est que samedi soir, tout le monde repart avec un sourire jusqu'aux oreilles et l'envie d'aller vers demain et se dire oui, c'est vrai, le meilleur est à venir si moi, je m'y mets. Mathieu, vous, samedi, vous avez rendez-vous à l'UNESCO? Oui, moi c'est la première fois que à Sciences et Vie on y participe. Je suis très excité, effectivement, savoir qu'il y a de l'intelligence, de l'énergie, de l'enthousiasme autour d'une thématique comme celle-là dans tous les domaines. Nous, on pense et on parle beaucoup science, aller peut-être dire un peu de ce qu'on sait dans ce domaine, mais surtout aussi écouter des autres dans d'autres domaines, voir qu'il y a des gens qui sont dans cette perspective optimiste, positive. Moi, c'est très intéressant pour nous. On parlera un petit peu de science, bien sûr, mais pas que. J'ai envie d'entendre tous ces gens qui réfléchissent aux meilleures perspectives et que chacun, dans son domaine, puisse peut-être essayer de tricoter quelque chose avec l'autre, en frottant deux cerveaux, avoir une étincelle qui vient, qu'on n'aurait pas eu tout seul dans notre domaine. Enfin, on est très excités, toute la rédaction, pour venir écouter, participer à ça. Et vous, à 10h30 à l'UNESCO, vous organisez une rencontre avec la rédaction sur le thème du meilleur est à venir, mais de quoi il sera question précisément? Oui, alors ça c'est une rencontre qui est pas tout à fait en marche, mais un petit peu en marche, un petit peu plus tôt le matin. On a eu envie d'accueillir nos lecteurs, nos abonnés en particulier, qu'on rencontre trop peu. C'était l'occasion de leur proposer de venir nous rencontrer, de boire un café avec nous et de discuter un petit peu de la manière dont ils ont perçu notre dernier numéro, de qu'est-ce qu'ils imaginent eux comme évolution pour ce titre-là, qu'est-ce qui les satisfait là, si ça ne satisfait pas, enfin échanger un peu avec eux et aussi leur dire pourquoi on les invitait à cette université, l'intérêt qu'on y voit et pourquoi nous y sommes nous-mêmes. Et on me dit dans l'oreillette que c'est 10h et non pas 10h30. Je pensais avoir gagné une demi-heure de sommeil, mais c'est pas grave. Non. Non, et d'ailleurs vous intervenez dès 11h, vous avez une sacrée matinée en fait samedi. Dès 11h, dans un débat, comment la recherche et la science participent au développement de l'entreprise responsable. Oui. Un débat avec Christian Courtin-Clarins. Oui. Vous allez dire quoi? Vous verrez samedi, il faut finir. Non, le principe du chat, c'est de distiller un petit peu. On distille un petit peu. D'abord, on va débattre, donc je dirais en interaction avec les autres orateurs. Donc la question qui est posée, c'est de savoir, elle a été posée tout à l'heure, en quoi l'entreprise peut effectivement prendre sa part de ce meilleur avenir. Et puis peut-être que j'apporterai pas que des bonnes nouvelles, parce qu'on a vu aussi que dans le passé, certaines entreprises n'avaient pas forcément très envie que la vérité jaillisse. Donc quelles sont les conditions dans lesquelles il est dans l'intérêt de tout le monde de faire en sorte que les entreprises agissent et produisent dans l'intérêt du plus grand nombre et pas pour du profit à court terme. C'est une vraie question et je suis très intéressé de savoir ce que les autres participants auraient à dire sur cette question. Moi, je sais que dans le domaine des sciences, parfois, les entreprises à qui il revient de plus en plus de faire de la recherche, au fur et à mesure que parfois le public s'efface, parfois ne jouent pas tout à fait le jeu comme il faudrait. Donc et si les entreprises sont amenées à prendre un peu le relais, il faut qu'elles s'y engagent de la plus belle des manières, du point de vue méthodologique. Quelles sont les conditions dans lesquelles l'entreprise peut faire de la science dans l'intérêt de tous. On va parler de tout ça. Et vous, François, durant la journée de samedi, vous allez aller d'amphi en amphi? Comment vous avez une feuille de route? Je vais essayer de faire en sorte que tout se passe bien. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup parce que vous savez, tous ces débats, on les a construits depuis. C'est un travail qui prend un an à construire. Donc, c'est vrai que pratiquement tous ces débats, quasiment tous, j'ai envie d'y assister. Tes tableaux, on connaît tous les gens qui vont participer. On les a rencontrés, on a discuté avec eux. On a commencé à débattre déjà d'ailleurs. Et on a parlé avec les modérateurs. Donc, on sait un peu toutes les questions qui vont se poser. Et moi, je suis passionné de connaître les résultats. Et heureusement, il va y avoir tout ça va être filmé. Et par conséquent, heureusement, je vais pouvoir aller voir
plus tard tous les débats, et ce sera disponible d'ailleurs à tout le monde gracieusement. Très très vite. Et on pourra regarder la suite parce que je pense qu'il va y avoir une somme d'intelligence et une somme de bonne volonté extraordinaire. Et qu'il y a beaucoup de pistes à exploiter pour chacun de nous pour les mois qui viennent. Nous serons tous donc à l'UNESCO samedi. Nous avons tous rendez-vous avec le meilleur. Vous pourrez poser vos questions si vous ne pouvez pas être à l'UNESCO samedi ou si vous souhaitiez vous inscrire mais qu'il s'avère que c'est trop tard parce que c'est complet. Suivez sur Internet, suivez la Web TV de l'université. Nous prolongerons les débats avec les intervenants. Nous leur poserons vos questions et les nôtres également un petit peu. Nous tweeterons énormément, c'est-à-dire que nous augmenterons tous les débats, toutes les conférences. Et bien sûr, quelques jours après, très peu de temps après, vous pourrez retrouver l'ensemble des conférences en vidéo sur le site de l'Université de la Terre. Merci messieurs, merci de vous être prêtés au jeu des questions-réponses. Beaucoup de commentaires assez pessimistes, mais je pense que vous leur avez donné de la pêche, de la banane pour reprendre un mot qui vous est cher. Nous vous retrouvons donc samedi. On se retrouve tous samedi. Samedi, à bientôt.